Situation sécuritaire sous contrôle dans la cité de Komanda en Ituri après l'attaque des rebelles ADF. Le gouverneur militaire Ndima Constant, qui présente un bilan de 5 morts, appelle les habitants au calme et à regagner leur domicile. Près de 3000 maisons, c'est le don de Marie-Olive Lembe Kabila aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le couple Kabila a cédé une concession de 108 hectares, une façon pour eux de compatir au malheur qui les a frappés. On prendra aussi ce ballet diplomatique à l'Assemblée nationale autour de la question de l'organisation des prochaines élections. Mbosso Kodi a échangé avec des ambassadeurs de plusieurs pays d'Europe. On se retrouve pour un nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Direction la partie est de la RDC. La situation sécuritaire dans la cité de Komanda, à 75 km au sud de la ville de Bunia en Ituri, est sous contrôle, confirme l'armée congolaise après les attaques des rebelles ADF. Le gouverneur militaire de l'Ituri, qui présente un bilan de 5 morts, appelle les habitants au calme et à regagner leur domicile. Vous savez, à Nirumu, sur la RN4, nous avons l'ennemi ADF qui a toujours tendance à couper la route pour des raquettes, ainsi de suite. Cette fois-ci, nous avons eu un problème avec la RN4 où il y a beaucoup de bourbiers et où même il y a eu un camion qui a obstrué cette même RN4. Tellement de véhicules, je veux dire voitures et camions, qui étaient stationnés à Komanda. Alors, cet ennemi-là, parce que c'est de lui que vous voulez que je parle, c'est ADF, qui est aussi associé aux nationaux, malheureusement. Cet ennemi a voulu mener ces mêmes opérations dans la cité de Komanda parce qu'il y avait en face autant de véhicules qui attendaient, n'est-ce pas, la réparation de la RN4 des Bourbiers pour qu'ils puissent aller se rendre à Luna. La nuit, venant, les petites heures du soir, profitant du noir, ils se sont infiltrés parmi la population pour s'approcher de ces véhicules-là. Et voilà comment est-ce que nos hommes ont réagi. Ils ont réagi violemment avec tout ce que nous avions mis comme moyen. Nous avons prépositionné comme moyen là-bas. Et l'ennemi a pris fuite, mais malheureusement, comme d'habitude, en fouillant, ils ont brûlé quelques maisons. Jusqu'à hier soir, c'était 2 morts, mais maintenant on dit qu'il y a 5 morts, dont 2 tués par véhicule aussi, malheureusement. Bon, moi je demande à la population d'être calme. Je suis sûr que la grande question qui se pose, c'est après avoir vu tout ce personnel qui est entré ici, se poser la question pour savoir pourquoi est-ce que ça traîne. Vous savez, nous avons une très grande administration dans l'armée. Effectivement, les hommes sont arrivés, mais le moment de terminer avec l'administration, je crois qu'ils seront déjà présents dans les lieux indiqués pour sécuriser cette population. À l'Assemblée nationale, la question de l'organisation des élections de 2023 à la bonne date a été développée au cours de l'échange entre le président de la Chambre basse, Christophe Mbosso Kodi, et les ambassadeurs de la Suisse et de l'Italie. Ils ont par la même occasion passé en revue la coopération bilatérale entre la RDC et leurs pays respectifs. Plus de détails avec Jean-David Kilolo. Il a reçu tour à tour M. Roger Denzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse en République démocratique du Congo, et Fabio Bargiacci, fondateur et directeur du Centre européen d'appui électoral. Au menu de leur échange, Christophe Mbosso et son hôte ont abordé plusieurs questions, entre autres celles liées à l'organisation des élections en 2023 dans le délai, l'état des sièges et la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Suisse. On a échangé sur les élections, que c'est absolument primordial vraiment d'avoir les élections en fin 23. Il y a toutes sortes des travaux préparatoires qui sont nécessaires de le faire. On a échangé aussi sur les différentes conditions qui sont nécessaires pour vraiment bien préparer les élections. Ça doit être transparent, avec qualité. C'est à voir avec la CENI, avec les différents candidats, les différents membres de la CENI. Alors tout, à la fin, avoir eu l'implémentation selon la constitution de la démocratie. Avec les directeurs exécutifs du Centre européen d'appui électoral, Christophe Mbosso a eu des discussions autour des questions électorales. Également, expert en matière électorale, Fabio Bargiacci propose son expertise à l'organisation du prochain cycle électoral. Son apport, c'est pour garantir un processus crédible et transparent. Cet Italien n'est pas à sa première expérience. Sa structure a supervisé 50 processus électoraux au Moyen-Orient
Il a déjà séjourné en République démocratique du Congo et travaillé de 2004 à 2010 avec l'abbé Apollinaire Malou Malou, qui malheureusement n'a pas achevé les processus. Le Centre européen d'appui électoral est aussi spécialisé en enseignement des membres de la commission électorale. 2554 maisons, c'est le don de Marie-Olive Lembe Kabila aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Comme promis lors de sa visite de réconfort, le couple Kabila a cédé sa concession de 108 hectares pour permettre à cette population d'avoir un toit confortable après le malheur qui les a frappés. C'est la réalisation d'une promesse tenue en juillet dernier par Marie-Olive Lembe Kabila. Nous sommes à la cité de Dibaya où a eu lieu la distribution gratuite des parcelles aux sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma. Dans cette concession du couple Joseph Kabila Marie-Olive Lembe de 108 hectares, on retrouve 2554 parcelles morcelées pour redonner sourire et espoir aux sinistrés. Dénommée la nouvelle cité Marie-Olive Lembe Kabila, 12 familles ont reçu de manière symbolique une parcelle aux normes urbanistiques et l'acte de cession a été remis à chaque famille des mains du représentant personnel de Marie-Olive Lembe Kabila, Henri Kitenge. Une cité aux avantages commerciaux et transfrontaliers avec le Rwanda. Le représentant du gouverneur a promis la sécurité de la cité. De ma part, je suis prêt à sécuriser toute activité du projet pour l'amélioration des conditions sociales et économiques des sinistrés et de la population de Nyiragongo. Impossible mais vrai, les bénéficiaires n'ont pas caché leurs sentiments. C'est une grande joie de recevoir encore une fois une parcelle dans la vie. Parce que les autres parcelles au niveau des Majengo, Ngangue 1 ont été assevelies par la lave. Alors, il est en train de nous accompagner jusqu'à ce qu'on puisse oublier ce qui est perdu. C'est un remerciement à sa famille aussi, à son époux, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Toujours fidèle à sa parole, Marie-Olive Lembe Kabila a une fois de plus redonné sourire aux Congolais, comme pour dire « l'amour ne se dit pas, il se vit au travers des actes ». Lutte contre les violences basées sur le genre en RDC, on en parle dans ce journal. Le réseau national des ONG pour le développement de la femme a, au cours d'un point de presse organisé ce vendredi à Kinshasa, fait le point sur la situation actuelle des cas des violations des droits humains en RDC. Occasion pour la coordonnatrice du RENADEF, Marie Nyombo Zaina, de décrier la recrudescence des cas de violences basées sur le genre. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de lutte contre les inégalités dont sont victimes des personnes vivant avec le VIH-Sida, mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre et les violences sexuelles en République démocratique du Congo, surtout en cette période de l'état des sièges, décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Parmi les stratégies du réseau national des ONG pour le développement de la femme, parce que c'est de lui qu'il s'agit, nous pouvons citer les cliniques juridiques implantées à travers les provinces d'intervention. Pour Marie Nyombo Zaina, coordinatrice du RENADEF, il est temps de se mettre ensemble afin de dire non aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. L'une des plus grandes stratégies, c'est les cliniques juridiques qui sont implantées à travers les provinces d'intervention partout où nous travaillons. Et au sein de ces cliniques, nous avons un paquet complet d'interventions autour. Nous avons l'accompagnement psychologique, donc où les psychologues sont là pour écouter, faire ce que nous appelons counseling et orienter les victimes pour une forme de prise en charge, soit sanitaire, soit juridique ou judiciaire. Nous avons autour de ces services l'accompagnement juridique. Là, ce sont les avocats qui sont installés dans ces cliniques juridiques qui font ce travail. Et pour sa part, Maître Serge Tamundele énumère les difficultés qui rencontrent les cliniques juridiques, notamment la capacité d'accueil des victimes par manque de moyens. Occasion pour lui de solliciter un accompagnement du gouvernement de la République dans cette lutte. Objectif, atteindre toutes les couches de la population. Il s'y est de rappeler que depuis l'instauration de l'état des sièges dans la partie est du pays, les cas de violences basées sur le genre ont atteint 80% en République démocratique du Congo.
L'arrivée récente des partenaires à Kinshasa dans le secteur de l'éducation est le fruit du déplacement du ministre de l'EPST en Belgique. Tenez par exemple la firme Kilakitu.online qui projette la numérisation du monde scolaire en RDC, dont les responsables ont rencontré le professeur Tony Mwaba. Échange entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba ce jeudi avec le directeur général de la firme Kilakitu.online, une entreprise congolaise, ainsi que le responsable de AP Kiosque, une plateforme de la Belgique. Le projet de la numérisation du monde scolaire en RDC a été porté grâce à un partenariat qui consiste à identifier les établissements scolaires, les élèves et enseignants et mettre à la disposition des écoliers des cartes qui permettront au ministère de l'EPST d'avoir accès à plusieurs piliers dans le système de la firme Kilakitu.online. Je souhaite la bienvenue. Vous allez vous présenter comme ça. Je sais un peu d'échanger. Je vais vous présenter donc les partenaires avec qui on travaille. Donc, à travers ces outils, la firme compte également aider les écoles à pouvoir évoluer vers une numérisation complète, un système qui est déjà fonctionnel dans certains établissements de la capitale, dont le lycée Prince de Liège de Kinshasa. Et moi, Angelo Kabambi, donc on développe la solution AP School en Belgique. Et donc moi, je suis le représentant en Afrique. Le ministre Tony Mwaba et ses experts en technologie de l'information et de la communication ont ensuite participé à la présentation de ces outils pour se faire une idée claire de cette nouvelle manière de faire. Au terme de cette présentation, professeur Tony Mwaba a proposé une série de séances de travail à partir de ce vendredi pour permettre aux techniciens de son ministère de développer les outils et les adapter aux réalités du pays. En santé publique, la vice-ministre Véronique Kilumba a procédé à l'ouverture des travaux de la Task Force avec comme finalité l'élaboration d'une feuille des routes des investisseurs de la santé numérique dans le pays. Institué par Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique du gouvernement Samalou Kondé, ce travail de la Task Force sur la santé numérique est un atout majeur dans l'amélioration de la santé publique en RDC. Mesdames et messieurs, c'est en ces termes que je déclare ouverte la première séance de travail de la Task Force. Je vous remercie. Cet acte a connu la participation de plusieurs bailleurs de fonds, tant nationaux qu'internationaux, ainsi que les différents services du secteur de la santé, hygiène et prévention. Une étape d'élaboration de la feuille de route d'investissement. À travers ce processus, nous espérons et attendons un processus hautement participatif et hautement transparent de priorisation de budgétisation des investissements. L'agence numérique du ministère de la Santé, par le biais de son coordonnateur, Jean-Jacques Mayaka, a livré toute la substance sur les différentes réalisations déjà enregistrées. L'équipe technique d'appui, ces experts qui ont bien voulu nous accompagner dans cette dure tâche pendant plusieurs mois, comme je le répète, sans ressources conséquentes. Je profite en tout cas pour remercier cette équipe et je vous demanderai en tout cas de leur ovationner avec la permission de son Excellence, s'il vous plaît. Rappelons ici que la modernisation de la santé publique reste une préoccupation majeure de l'équipe des Warriors commis dans ce secteur afin de doter la population d'un meilleur environnement de la santé à travers le pays. Clôture à Kinshasa du premier atelier national sur la transition écologique et énergétique et sur la finance climatique. Durant 4 jours, les experts du secteur de l'environnement ont réfléchi sur des réformes des politiques publiques pouvant mener au développement à grande échelle de l'économie circulaire. Quelques recommandations majeures sur la transition énergétique à l'issue du premier atelier national sur la transition énergétique et sur la finance climatique organisé à Kinshasa par l'Agence congolaise de transition écologique et du développement durable, ACTED. On va réfléchir à un plan national sur la transition énergétique de façon à pouvoir revoir les plans qui existent déjà, mais en fait les articuler par rapport à ces enjeux importants ou à cet enjeu important pour ne pas passer à côté des opportunités. Mais l'enjeu climatique est en même temps une justice climatique. C'est qu'il y a des responsables de l'empoisonnement de la planète. Et il y a des pays qui n'ont pas eu le temps de se développer et qui ne peuvent plus se développer, par exemple, en s'appuyant sur les énergies fossiles. Donc nous devons faire un saut ou un gap vers les énergies renouvelables.
En outre, il faudra créer une économie circulaire, déchets, éco-citoyenneté et mettre en place une stratégie de communication visant la promotion de l'éco-citoyenneté et du développement à grande échelle de l'économie circulaire. Nous sommes au cœur d'un enjeu. Le développement sobre en carbone se fera avec la contribution de la RDC. Nous avons le potentiel énergétique, nous avons les minerais, nous avons la production hydrogène qui va venir. Et donc nous avons, en dehors des forêts et des tourbières, nous avons tous les outils pour contribuer à cette décarbonation de l'économie mondiale. Durant 4 jours, des experts du monde vert ont réfléchi sur des réformes politiques publiques relatifs à la protection de l'environnement, signalant qu'un point de presse est prévu par la coordinatrice de Acted, Marie-Pascale Malanda, en vue d'une restitution plus explicite. Après les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenus à Lubumbashi, l'association des établissements privés et agréés que dirige le professeur Nsamane Lutu soutient la mise en application des résolutions issues de ces assises. Dans une déclaration faite jeudi, l'AUPA plaide pour l'abolition de la discrimination des diplômes en considérant l'enquête sur la viabilité de certaines universités qui est une œuvre humaine et qui doit être enrichie. Nous affichons la volonté proactive de nous améliorer tant sur les plans administratifs, scientifiques, académiques et technologiques, conformément à la politique gouvernementale et le respect des non-spécificités. Enrayer les préjugés qui préjudicient les fonctionnements selon lesquels rien de bon ne peut provenir des privés et démontrer qu'on est ministre aussi des publics que des privés. Soutenir les universités et les instituts supérieurs proactifs à améliorer les infrastructures et équipements technologiques et autres. Considérer les conclusions des enquêtes de viabilité comme une œuvre humaine et perceptible, que les institutions non viables n'ayant pas obtenu l'autorisation de fonctionnement se conforment à la loi. Celles ayant un agrément bénéficient d'un moratoire. Celles qui sont viables peuvent continuer à se perfectionner et c'est conformément aux recommandations de l'ESU. Que l'ordre des médecins organise des concours de compétences tant pour les établissements publics que privés sur les filières médicales avant la prestation de serment, afin d'éviter la discrimination institutionnelle ou idéologique entre les établissements. Les établissements d'enseignement supérieur privés expriment leur totale disponibilité à toutes les initiatives ministérielles visant à améliorer la formation de la jeunesse et l'administration de leurs institutions, tout autant que cela n'affecte pas leur autonomie financière conformément à leur statut. Toujours dans le cadre de la restitution des travaux des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire tenus à Lubumbashi, une activité a été organisée à l'intention de la communauté universitaire de la province de l'Équateur. Motivant l'organisation des manifestations, le professeur Mputu Bokenga Faustin indique que la fin des travaux des États généraux tenus à Lubumbashi dans le secteur marque le début d'une période délicate concernant la mise en œuvre des résolutions de ces travaux. Le ministre des tutelles a pris l'engagement d'accompagner la mise en œuvre des résolutions et recommandations des États généraux en tenant compte des contraintes des moyens et du temps. Il s'est résolu de travailler pour assainir notre secteur en luttant notamment contre les antivaleurs. Pour ce qui concerne les domaines stratégiques comme la médecine, dont la prolifération expose notre système sanitaire au délitement inacceptable. Par la suite, le secrétaire général académique de l'université de Mbandaka a présenté les grandes lignes des 329 résolutions produites par les États généraux dont le livret a été remis à quelques personnalités sur place. Pour le DG de l'ISTEM Mbandaka, le professeur Mputu Bokenga Faustin, il salue les résolutions prises par le ministre de tutelle. Les établissements organisant la faculté de médecine a reçu un moratoire pour se doter des cliniques universitaires et disposer des professeurs spécialistes propres. Éducation et santé, deux secteurs au cœur du développement de la RDC,
La rigueur doit être de mise pour une bonne marche du pays. Au Kwilu, le député Sindani Kandamou, président de l'Assemblée provinciale, a regagné Bandundu-Ville ce vendredi. Après un accueil chaleureux lui réservé, cet élu du peuple a promis vite de se pencher sur la question de l'organisation de la faculté de médecine de l'Uniband face à la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. C'est après une forte pluie que Donald Sindani est entré à Bandundu-Ville après 3 mois de vacances parlementaires. Le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu est reçu en prince par une foule en liesse. Les artères de Bandundu-Ville sont inondées par des drapeaux des partis politiques de l'Union sacrée pour la nation. Ils sont partis aptes, chers à Michel Balabala. Nous sommes très contents d'accueillir le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, l'honorable Donald Sindani Kandamou, il incarne à 100% la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Après une longue marche avec sa base, le point de chute, c'est l'Assemblée provinciale du Kwilu. Prenant la parole, le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu promet des solutions idoines quant à la suppression de la faculté de médecine à l'université de Bandundu. À la demande de l'Assemblée provinciale, centre décentré à Douani, à l'université à Bandundu. Après les vacances, le retour au travail pour Donald Sindani, les fils du cœur des Sepangi. Cérémonie de remise de trophée écolo au directeur général ad intérim de l'Institut congolais pour la conservation de la nature par le réseau vert Synergie verte ce vendredi. Il s'agit du prix Ecofort qui lui a été décerné pour son sens managérial et aussi en hommage aux éco-gardes congolais tués au parc national de Virunga. Christian Kalonji. Au cours de cette cérémonie organisée au siège de l'ICCN à Kinshasa, le coordonnateur du réseau vert Synergie verte, qui a pris la parole en premier, a expliqué le sens du trophée écolo qui, selon lui, est le prix congolais de l'écotourisme qui vise à récompenser toute personnalité qui contribue à l'éclosion du tourisme en République démocratique du Congo. D'où le choix porté sur le directeur général AI de l'Institut congolais pour la conservation de la nature en reconnaissance de ses efforts pour la conservation de la nature et de son sens élevé de management. Olivier Mouchiete, qui a reçu le prix Ecofort dédié aux éco-gardes décédés, n'a pas caché sa satisfaction. Bien sûr, je suis extrêmement fier de ce trophée, de ce diplôme qui arrive ici, mais nous ne sommes là que depuis 5 semaines, donc je serais très orgueilleux à dire que c'est grâce à moi que ça arrive. Je pense que ce diplôme symbolise avant tout le travail de toute la famille ICCN qui se fait déjà depuis de longues années, bien avant que moi j'arrive. C'est un peu le concours de circonstances de l'histoire qui fait que Ibi Village a concouru, a bénéficié de la même reconnaissance ici maintenant, mais quelque part ça montre aussi que le travail qui se fait en faveur de la biodiversité, en incluant de manière très étroite les communautés locales, eh bien, ça donne des résultats. À travers ce prix d'excellence, le réseau vert Synergie verte a voulu saluer la vision du directeur général AI de l'ICCN. C'est un grand honneur. Il était important que nous puissions récompenser les efforts de M. Olivier Mouchiete, qui est le directeur général de l'ICCN. Avec son engagement, avec son esprit, avec son sens d'initiative, nous sentons, nous voyons qu'il y aura pas mal de choses qui vont changer. Pour sa part, le commandant adjoint du corps PPN, le général Amissi Kitenge, présent également à cette cérémonie, a rendu hommage aux 13 éco-gardes tombés au parc national de Virunga. En politique, le Parti travailliste a organisé une matinée politique en son siège national ce vendredi. À en croire son secrétaire général, le professeur Jules Bassimine. Cette activité s'inscrit dans le cadre du réarmement moral des cadres du parti cher à Stimbika et sur les enjeux électoraux. En matinée politique, le Parti travailliste affûte ses armes pour les prochaines élections. 3 points étaient à la base de la communication du professeur Jules Bassimine, secrétaire général de ce parti politique.
En Hongrois, il était question de réarmer moralement les cadres sur les enjeux électoraux. Au cours de cette matinée politique, les partis travaillistes a réaffirmé également sa volonté de voir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo être candidat à la prochaine élection présidentielle pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Pour ce parti de Steve Mbikaï, Félix Tshisekedi a la volonté de faire mieux pour l'ensemble de la population congolaise. En troisième position, les partis travaillistes insistent sur l'urgence de mettre en place un gouvernement 100% Fachi, et ce, avant décembre 2021. Nous, comme parti politique, les PT et les fonds patriotiques, nous avons une ambition, n'est-ce pas, d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, en tant que CG du parti, j'ai organisé cette matinée aujourd'hui de réarmer moralement, n'est-ce pas, les camarades, afin qu'ils commencent dès maintenant à pouvoir mobiliser et travailler pour que nous puissions atteindre nos objectifs en 2023, et donc qui sont d'avoir beaucoup de députés et avoir une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée nationale. Le deuxième temps fort était de réaffirmer encore une fois, n'est-ce pas, la position du Parti travailliste, n'est-ce pas, autour de la candidature commune au présidentiel 2023. Et j'ai dit ici devant tous les camarades notre position qui est celle de pouvoir amener toutes les forces politiques en présence au sein de l'Union sacrée à accepter que le candidat commun de l'Union sacrée soit Félix Tshisekedi. Pour les partis travaillistes, il est temps de trouver des membres du gouvernement qui pourront assumer ensemble, avec les chefs de l'État, les bilans en 2023. Parlons infrastructure routière à l'intérieur des provinces, la fin des travaux de construction de la route nationale numéro 33 dans sa partie qui traverse le Haut-Lomami. 188 km sur 276 km ont été recouverts et reconstruits en terre battue grâce au programme sino-congolais. Il est donc désormais possible de partir de Kabondo-Dianda jusque Malemba Centre. Les détails dans ce reportage. 1991, la Banque mondiale arrête avec le financement alloué à l'Office des routes, avec comme conséquence la cessation des activités de construction comme d'entretien de toutes les routes au pays. Parmi les victimes, la route nationale numéro 33 dans son tronçon qui traverse la province du Haut-Lomami. Près de 30 ans plus tard, grâce à un financement sino-congolais, les travaux de réhabilitation y ont été entrepris par la firme Grec 7 sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage, délégué du ministère des ITPR. Pour s'enquérir de l'évolution de ces travaux, la mission de contrôle de la CGT, basée à Kamina, vient de procéder avec l'entrepreneur à une inspection de l'ensemble des 188 km du projet. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignent à Malemba qu'on devait arriver jusqu'à Mologo, à Ngoya, Kwende, tous ces endroits, mais nous devons aller palier par palier. Nous devons d'abord réhabiliter cet axe et nous sentons déjà l'impact. Maintenant, nous faisons de Kabondo à Malemba, qui est 188 km. Nous faisons 3 heures de route. Donc facilement, il y a des motards qui font 2 tours. Ils vont à Malemba, donc 2 tours par jour sans se fatiguer. Le coût de vie est fortement baissé. Donc c'est ça l'impact des infrastructures dans les communautés. Réalisée en terre battue, cette route est prévue pour être revêtue. Mais le tout dépendra de la mobilisation des financements à travers le programme sino-congolais. Et dans le souci de promouvoir l'entrepreneuriat local, le gouverneur intérimaire du Haut-Lomami a entamé une série de visites auprès des entrepreneurs en vue de booster la création de l'emploi et le développement de la province. La recherche du développement, c'est aussi promouvoir l'entrepreneuriat local. Le gouverneur intérim Kabamba Ilungwa Batame a visité ce mercredi l'ingénieur Nathan Maloba, éleveur et agronome, qui a mis en place une mini-entreprise de production de poulets et de plantations. Une minoterie en vue, mais qui demande un soutien des partenaires pour son envol. Le gouverneur intérim a encouragé cette initiative qui vise à créer de l'emploi et lutter contre la faim et le sous-développement. Des rêves d'une province du Haut-Lomami florissante, riche en tout, où l'on ne peut pas connaître la famine. Que si nous n'avons pas du cuivre, nous n'avons pas ceci, c'est vrai, nous en avons, mais le Haut-Lomami, c'est d'abord la vocation agricole, et nous voulons supprimer la famine dans le Haut-Lomami, supprimer la famine dans le Haut-Katanga, le Lualaba, le Tanganyika, la Lomami et consorts, et qu'on ne puisse pas toujours importer. Très ému par la visite de l'autorité provinciale,
L'ingénieur Nathan Maloba pense que l'accompagnement de la province est nécessaire pour élever la classe moyenne. D'abord, pour moi, c'est un honneur d'être visité par son Excellence, avec toute sa délégation, que je remercie vraiment. L'idée a commencé comme une goutte d'eau dans l'océan et c'est parti. C'est avec 50 francs qu'on a commencé. On a commencé avec 50 francs, aujourd'hui on aspire à des grandes choses. Cela ne demande pas qu'on a des appuis, des partenaires, non, nous cherchons. Avec l'arrivée de son Excellence, nous sommes sûrs que nous aurons aussi des partenaires pour devenir vraiment une grande entreprise comme nous le souhaitons. En homme de terrain, le gouverneur ad intérim Kabamba Ilunga Batame se rend sur l'avenue du Stade où les travaux de construction du pont évoluent normalement. Au Nord Kivu, les étudiants de 2e graduat de l'Institut supérieur de développement rural des Grands Lacs ont clôturé jeudi leur sortie professionnelle dans différents villages du territoire de Massissi, une façon pour eux de lier la théorie à la pratique. Et pour les encourager, le député national Ayo Bangira Safari, président du conseil d'administration de cette université, a effectué le déplacement avec eux. Cette sortie professionnelle effectuée dans le territoire de Massissi par les étudiants des G2 de l'Institut supérieur de développement rural des Grands Lacs Goma avait pour objectif de permettre à ces étudiants de concilier la théorie à la pratique. Ayobangira Safari, député national et PCA de l'ISDER Grand Lac, a aussi effectué une descente à Massissi. Question d'encourager et conseiller ses étudiants. Et c'est l'occasion pour vous de voir en réalité, en pratique, ce que vous apprenez, chacun dans son domaine. Ce qui concerne l'environnement, la planification, tous ces genres de cours que vous avez appris en théorie. Non, puisque gérer votre propre stock, c'est quelque chose. Ça fait partie de la planification. Il y a aussi les problèmes d'organisation, dialogue avec les communautés. Chaque tâche ou chaque projet qu'on doit faire dans une communauté, il faut d'abord dialoguer avec les bénéficiaires. Savoir si réellement ces projets seraient bénéfiques ou pas. Ces étudiants sont passés dans plusieurs villages du territoire de Massissi, notamment Burungu, Rushinga, Kingi, Kihindo, Chacha et autres pour la même pratique. Au village Kingi et Rushinga par exemple, ils ont installé des lampes solaires afin de servir d'éclairage public. C'est que salue ses habitants. Dans les temps, on travaillait dans l'obscurité, mais aujourd'hui, c'est dans la lumière et on vend sans difficulté. Ces lampes nous aident dans la lumière. Avant, on rentrait en 19h, mais aujourd'hui, c'est à 20h30. À la fin de leur sortie professionnelle, ces étudiants de l'ISDER GL disent avoir beaucoup appris sur terrain. Dans les milieux ruraux, les populations sont vraiment vulnérables. Alors nous, comme les TEDers, nous sommes partis leur informer et leur apprendre comment s'autoprendre dans l'agriculture. Rappelons que l'Institut supérieur de développement rural des Grands Lacs de Goma est parmi les institutions supérieures de Goma qui font la fierté de toute la province du Nord Kivu, surtout dans les volets enseignement de qualité. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, voici le rappel des principaux titres. Situation sécuritaire sous contrôle dans la cité de Komanda en Ituri après l'attaque des rebelles ADF. Le gouverneur militaire Luboya Kachama, qui présente un bilan de 5 morts, appelle les habitants au calme et à regagner leur domicile. Près de 3000 maisons, c'est le don de Marie-Olive Lembe Kabila aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Le couple Kabila a cédé une concession de 108 hectares, une façon pour eux de compatir au malheur qui a frappé la population. Et ce ballet diplomatique à l'Assemblée nationale autour de la question de l'organisation des prochaines élections, Christophe Mbosokodi a échangé avec des ambassadeurs de plusieurs pays d'Europe. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Bon week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Communiqué nécrologique. La famille Mombilo a la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances le décès de leur maman Ndunda Yetene Marie, survenu le lundi 20 septembre 2021 à Kinshasa. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient dans la résidence 6 avenue Kingunzi, numéro 60, dans la commune de Makala, référence commune de Ngaba, paroisse Saint-Mathias. Pour la famille, Christian Mombilo. Ce communiqué tient lieu de faire part.
y a une louange qui ne s'éteint.